15 mars 1944. Quartier général du renseignement naval japonais. Unité de communication Ahada, Japon. Le commandant Atsuzo Kurihara fixait la transmission interceptée, sa 3e tasse de thé amer refroidissant sur son bureau. Depuis 18 heures, lui et son équipe des meilleurs cryptanalystes du Japon tentaient de décoder ce qui semblait être des communications tactiques du corps des Marines américains depuis l'opération des îles Marshall. Les sons parvenant à travers leurs récepteurs défiaient chaque technique analytique de leur arsenal. Bessetti d'Adhikar. Ce n'étaient pas des bruits aléatoires. Le motif suggérait une communication militaire structurée, timing précédent des attaques américaines, durée cohérente avec des ordres opérationnels, usage des fréquences correspondant au protocole du corps des Marines. Pourtant, la langue elle-même restait impénétrable, différente de tout dans leur dossier étendu sur les systèmes de communication alliés. Kurihara commandait l'une des opérations de renseignement des signaux les plus sophistiquées du monde. L'installation Ahada, située à 20 milles de Tokyo, employait 500 personnels opérant 118 récepteurs radio et 20 goniomètres. Ces cryptanalystes avaient cassé avec succès le trafic diplomatique américain, les communications navales britanniques et de multiples codes d'armée. Ils avaient pénétré le code Purple du département d'État avant Pearl Harbor, fournissant au Japon des renseignements cruciaux durant les premières années de guerre. Pourtant, ces transmissions marines représentaient un échec cryptographique complet. 3 ans dans la guerre, après avoir brisé des dizaines de codes alliés, les meilleurs esprits du Japon ne pouvaient pas déchiffrer même des motifs de base dans ces mystérieuses communications. Ce que Kurihara ne savait pas, ce qu'aucun officier de renseignement japonais ne comprendrait jusqu'après la guerre, c'était qu'il écoutait le seul code non brisé de l'histoire militaire moderne. L'histoire commence non dans le Pacifique, mais dans le sud-ouest américain, où pendant des siècles le peuple navajo avait préservé une langue comme aucune autre sur Terre. Dinabizar, la langue navajo, appartient à la famille des langues abascanes, avec environ 170 000 locuteurs en 1940, confinés presque entièrement à la réserve de 27 000 km² couvrant l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah et le Colorado. Les caractéristiques linguistiques qui allaient confondre les décrypteurs japonais avaient évolué sur des millénaires. Le navajo est fondamentalement centré sur le verbe, avec des actions décrites à travers des combinaisons de préfixes pouvant atteindre des millions. La langue emploie 4 tons distincts, haut, bas, montant, descendant, qui changent complètement le sens des mots. Une légère mauvaise prononciation ne change pas seulement un mot, elle peut rendre une phrase entière incompréhensible. La phonologie inclut des sons absents du japonais, de l'anglais et de la plupart des langues mondiales. Des arêtes éjectives où l'air explose en utilisant le glotte. Une fricative latérale sourde qui sonne comme le vent à travers les dents, des sonorantes glottalisées et des voyelles nasalées. Pour des locuteurs japonais entraînés dans une langue avec seulement 5 sons de voyelles, entendre ces phonèmes avec précision était pratiquement impossible. Philip Johnston comprenait le potentiel militaire de cette forteresse linguistique. Né en 1892 d'un missionnaire protestant sur la réserve navajo, Johnston avait grandi parlant couramment le navajo, l'un des moins de 30 non-navajos dans le monde capables de le prétendre. À 9 ans, il traduisait déjà les sermons de son père. À 15 ans, il s'était rendu à Washington pour traduire pour des dirigeants navajos, rencontrant le président Theodore Roosevelt. En décembre 1941, tandis que l'Amérique chancelait après Pearl Harbor, Johnston lut sur des unités de l'armée utilisant des locuteurs comanches dans des exercices d'entraînement en Louisiane. Les Choctaws avaient servi dans la Première Guerre mondiale, mais ces efforts étaient improvisés et limités. Johnston envisageait quelque chose de révolutionnaire, un code militaire formel basé sur le navajo, qui serait à la fois incassable et pratique pour la guerre moderne. Le 28 février 1942, Johnston présenta sa proposition au major général Clayton Vogel, au camp Elliott, près de San Diego. La démonstration fut remarquable. 4 navajos de Los Angeles transmirent des messages tandis que des officiers Marines chronométraient contre les procédures standards. Les locuteurs navajos complétèrent la transmission en 20 secondes contre 30 minutes pour la machine à chiffrer M209. Le général Vogel autorisa un programme pilote. Le 4 mai 1942, 29 recrues. Navajos furent assermentés à Fort Wingate, Nouveau-Mexique. Ces hommes, incluant Chester Ney, Carl Gorman, Lloyd Oliver et John Bennerly, venaient de toute la réserve. Certains avaient fréquenté des pensionnats où parler navajo était interdit et puni.
D'autres étaient des bergers traditionnels quittant rarement leurs terres ancestrales. Au camp Elliott, ils travaillèrent dans un bâtiment fermé à clé, gardé pendant 8 semaines, créant un code militaire dans leur langue maternelle. La tâche était monumentale, développer une terminologie pour des concepts n'existant pas en navajo, créer un système d'alphabet, garantir la mémorisabilité et l'extensibilité. Ils construisirent le code par logique culturelle. Un sous-marin devint besto, poisson de fer nageant sous la surface. Un cuirassé était lot whale, la plus grande créature de l'océan. Des chasseurs étaient da hummingbirds, fendant l'air. Des bombardiers étaient jishao, des vautours tournoyant avant de descendre. L'alphabet nécessitait une créativité spéciale. Chaque lettre devait plusieurs mots navajo pour empêcher l'analyse de fréquences. La lettre E, la plus commune en anglais, reçut 4 alternatives. Z equals elk, Ana equals iter, hair, -AA equals ear. Les codes Tucker alternaient aléatoirement entre options, détruisant tout motif. Ils développèrent 211 termes initiaux, mémorisant tout parfaitement. Aucun livre de code ne pouvait risquer la capture. Chester Ney se souvint. Nous avions exercé sans fin. Une erreur pouvait coûter des vies. Dans notre culture, les mots ont du pouvoir. Parler correctement était sacré. Le premier test du code arriva à Guadalcanal en août 1942. 15 codes talkers débarquèrent avec la première division de Marines. Les Japonais avaient attendu l'invasion, ayant décodé d'autres communications alliées. Mais soudain, les messages tactiques des Marines devinrent incompréhensibles. Au quartier général de la 8e flotte japonaise à Rabaul, des officiers de renseignement se précipitèrent pour comprendre ces transmissions. Le lieutenant Kazuo Yamada, éduqué à Stanford avant la guerre, rapporta « Les sons sont structurés comme une langue avec des motifs cohérents, mais cela ne correspond à rien, ni anglais, français, néerlandais, espagnol, aucun dialecte philippin, aucun dialecte chinois complètement étranger. » La réponse japonaise fut systématique. Ils assignèrent leurs meilleurs cryptanalystes, enregistrèrent des centaines d'heures sur cylindres de cire, appliquèrent chaque technique analytique. Ils consultèrent des linguistes universitaires, même des moines bouddhistes étudiant des langues anciennes. Rien ne fonctionna. Le 8 novembre 1942, le code Talker Chester Ney transmit des coordonnées d'artillerie qui détruisirent un nid de mitrailleuses japonais. La transmission de 14 secondes fut interceptée, mais resta du bruit sans signification pour les opérateurs japonais. En quelques minutes, des obus américains tombèrent avec précision sur la cible. Le colonel Haruo Konuma, officier de renseignement de la 17e armée, écrivit « Les Américains ont déployé un code qui défie chaque tentative. Nous ne pouvons plus anticiper les attaques. Nous combattons aveugles. » Joe Kayumiya, un soldat navajo capturé à Bataan en avril 1942, devint le meilleur espoir du Japon pour briser le code. Bien que fluent en navajo, il n'avait aucune connaissance du code militaire en développement. Quand des cryptographes japonais commencèrent à intercepter des transmissions navajo, ils amenèrent Kayumiya au centre d'interrogatoire Auna. Ils lui firent écouter des enregistrements de codes talkers. Kayumiya entendait des mots navajo, mais dans des combinaisons dénuées de sens. La tortue attaque le poisson de fer, le colibri porte des œufs. Quand il ne put traduire, les interrogateurs l'accusèrent de mentir. La torture s'intensifia systématiquement pendant des mois. Torture à l'eau, passages à tabac, suspension par les bras pendant des heures. En hiver 1943, on le força à rester nu dans la neige jusqu'à ce que ses pieds gèlent au sol. On le priva de nourriture jusqu'à 90 livres, offrant de la nourriture contre des traductions. À travers tout, Komiya ne pouvait répéter que la vérité. Il comprenait les mots, mais pas leur signification militaire. Un rapport de renseignement japonais de mai 1943 documenta leur frustration. Le prisonnier semble natif de la langue mystérieuse mais ne peut pas comprendre les messages. Évaluation. Soit une résistance extraordinaire, soit l'ennemi utilise un code spécialisé dans la langue native nécessitant un entraînement spécifique. La seconde évaluation était correcte. Même des locuteurs navajo fluents ne pouvaient pas comprendre sans entraînement. Komiya survécut à 3 ans et demi de captivité. Son incapacité à aider convainquit le renseignement japonais qu'ils affrontaient quelque chose d'inédit. D'ici fin 1943, ils abandonnèrent largement les tentatives de décoder les transmissions navajo. Le succès à Guadalcanal mena à une expansion immédiate.
Le major général Alexander Vandergrift écrivit « Les communicateurs Navajo ont prouvé leur valeur inestimable. Leurs transmissions sont plus rapides que tout dispositif de codage et absolument sûres. » Une école formelle de code talkers au camp Pendleton commença à traiter des classes toutes les 8 semaines. D'ici la fin de la guerre, entre 375 et 420 Marines Navajo servaient comme code talker à travers les 6 divisions de Marines. L'entraînement était sans précédent dans l'histoire du corps des Marines. Des recrues s'exerçaient dans des cabines insonorisées tandis que des instructeurs introduisaient des bruits de champs de bataille. Elles transmettaient portant des masques à gaz tout en courant jusqu'à épuisement. Thomas B., qui s'enrôla à 15 ans, décrivit « Il nous poussait au-delà du possible. Des vies dépendaient de notre exactitude. » Le code évoluait continuellement. De nouvelles technologies exigeaient un nouveau vocabulaire. La bombe atomique devint « Hayashi », œuf de métal. Les pilotes kamikazes furent « Neti », vent de mort. Chaque ajout était logique pour des locuteurs navajo, mais incompréhensible pour des étrangers. D'ici mi-1943, le renseignement japonais consacrait des ressources substantielles à briser le code. La 4e section de la marine impériale assigna 30 cryptanalystes exclusivement à ces transmissions. Le capitaine Yoshiro Tanaka essaya des approches innovantes. Analyse musicale pour les motifs tonals, comparaison avec des enregistrements amérindiens, consultation avec des universitaires ayant étudié en Amérique. Ils développèrent un équipement d'enregistrement spécial pour ralentir les transmissions sans déformer le ton. Ils créèrent des représentations visuelles de sons utilisant des oscilloscopes. Ils appliquèrent l'analyse statistique aux fréquences et motifs sonores. Le lieutenant-commandant Masao Yamada révéla plus tard qu'ils identifièrent certains motifs, probables indicatifs, corrélation entre longueur de message et complexité opérationnelle, mais sans comprendre les mots, cela fournissait une valeur minimale. Les forces japonaises reçurent l'ordre de capturer vivant le personnel de communication marin. Des récompenses de 10 000 yens, 10 ans de salaire, furent offertes pour équipement ou matériel de code talker. Plusieurs occasions furent tendues, mais aucun code talker ne fut jamais capturé avec son équipement intact. La campagne du Pacifique central démontra l'importance stratégique des codes talkers. À Tarawa, en novembre 1943, 6 codes talkers maintinrent les communications pendant 76 heures de combat brutal. Lloyd Oliver transmit continuellement pendant 48 heures, coordonnant le tir naval malgré un bombardement constant. Durant la campagne des Mariannes, 24 codes talkers opérèrent 24 heures sur 24 à Saipan. Le lieutenant-commandeur Tekashi Urakawa avait décodé des communications conventionnelles pour anticiper l'invasion, mais une fois les Marines débarqués, le renseignement tactique disparut. Le colonel Tekashi Saito nota « Les commandants se sentaient abandonnés sans le renseignement dont ils dépendaient ». À Peleliu, le code talker Jimmy King transmit pendant 6 heures durant une contre-attaque après que son partenaire fut tué. Il coordonna l'artillerie de 3 bataillons, envoyant 40 messages sans erreur sous le feu direct. La bataille pour Iwo Jima représenta la plus grande contribution des code talkers. Le major Howard Connor coordonna l'assaut initial entier via le code Navajo. 6 codes talkers travaillant en équipe maintinrent des communications continues tout au long des 48 heures critiques de l'invasion. Le général Tadamichi Kuribayashi s'était préparé pendant 2 ans, construisant une forteresse souterraine avec 11 000 de tunnels. Son plan défensif reposait sur l'interception des communications américaines pour déclencher des contre-attaques. Ce plan échoua complètement. Sur 48 heures, les 6 codes talkers envoyèrent et reçurent plus de 800 messages sans erreur. Ils coordonnèrent 30 000 Marines débarquant, le tir naval de 100 navires, le soutien aérien rapproché, les positions ennemies, les évacuations médicales, les ravitaillements et les ordres tactiques, le tout sous le feu constant. Le major Connor témoigna plus tard « Sans les Navajo, les Marines n'auraient jamais pris Iwo Jima ». Pendant les premières 48 heures, j'avais 6 réseaux radio Navajo opérant 24 heures sur 24. Ils ont envoyé et reçu plus de 800 messages sans une seule erreur. L'opération entière était dirigée par le code Navajo. Le colonel Shigo Hayashi rapporta à Kuribayashi que les codes américains restaient incassables. Des demandes d'artillerie accomplies en 20 secondes via le Navajo auraient pris 30 minutes conventionnellement. La différence entre détruire des positions ou les perdre. À Okinawa, 35 codes talkers coordonnèrent le plus grand assaut du Pacifique, 183 000 troupes sur 82 jours.
Les forces japonaises tentèrent le brouillage et l'imitation vocale, mais ne purent reproduire les qualités tonales du navajo. Les tentatives du lieutenant Hiroshi Miyamoto pour imiter le navajo sonnaient, selon le code talker Alfred Newman, comme quelqu'un gargouillant en essayant de parler. Le 14 août 1945, le code talker Teddy Draper transmit le message le plus significatif de la guerre, Nehema Aedijini Adenil, reddition japonaise. Le message passa en navajo avant les canaux conventionnels, une fin appropriée à la guerre des codes talkers. Après la guerre, des interrogateurs américains découvrirent l'étendue des efforts japonais et l'échec complet. Le lieutenant général Shizo Harisu, chef du renseignement japonais, admit « Nous n'avons jamais brisé le code marin. Nous avons brisé des codes d'armée, de forces aériennes, du trafic diplomatique, mais le code tactique du corps des Marines était complètement sécurisé. » Le capitaine Yasuji Kawamoto fut spécifique. « Nous avons enregistré des milliers de transmissions. Nos meilleurs linguistes les ont étudiés pendant 3 ans. Rien n'a fonctionné. Ce fut notre plus grand échec cryptanalytique. » En 1944, des analystes avaient noté des motifs tonaux suggérant des langues amérindiennes. Ils avaient demandé l'assistance allemande, mais les difficultés de guerre et l'ignorance allemande empêchèrent toute percée. Le colonel Maso Yamada admit « L'incapacité de lire les communications marines a coûté des milliers de vies. Chaque opération marine après 1942 était un mystère jusqu'à ce qu'elle commence. » Le major Hiroshi Tanaka, qui survécut à Iwo Jima, décrivit l'impact psychologique. « Nous ne pouvions pas comprendre leurs mots. Cela nous faisait sentir primitifs, vaincus avant même le combat. » La fin de la guerre ne mit pas fin au fardeau des codes talkers. Le programme resta classifié pour une utilisation potentielle pendant la guerre froide. Les codes talkers rentrèrent chez eux incapables de discuter de leur service avec quiconque. Ils retournèrent dans des États leur refusant le droit de vote jusqu'en 1948 au Nouveau-Mexique et en Arizona, 1957 en Utah. Des hôtels et restaurants leur refusaient le service. C'étaient des héros qui ne pouvaient pas révéler leur héroïsme. Chester Nez, dernier des 29 originaux, mort en 2014, écrivit « Nous étions des guerriers qui avaient aidé à gagner la guerre, mais ne pouvions le dire à personne. Le fardeau était lourd. Beaucoup trouvèrent la guérison à travers des cérémonies traditionnelles. La cérémonie de l'ennemi purifiait les guerriers de la contamination spirituelle du combat. » Dan Urki expliqua. « Nous avions utilisé notre langue pour diriger la mort. Nous avions besoin d'elle pour la guérison. Les cérémonies nous rappelaient que notre langue était sacrée. » En 1968, le programme fut déclassifié. La première reconnaissance vint en 1969 lors d'une réunion de la 4e division de Marines. Le président Reagan déclara le 14 août 1982, Journée nationale des Navajo Code Talkers. La reconnaissance la plus significative vint le 26 juillet 2001 quand le président Bush remit des Congressional Gold Medals aux 29 originaux dans la rotonde du Capitole. Seuls 5 des originaux survécurent pour assister. Bush déclara « Aujourd'hui, nous honorons 29 Amérindiens qui ont donné à leur pays un service que seuls eux pouvaient donner. » Chester répondit « Nous étions des hommes ordinaires à qui une tâche extraordinaire était confiée. Nous avons utilisé notre langue sacrée pour aider à gagner la guerre. » Bien que les Navajos soient dans les plus célèbres, 14 autres tribus fournirent des codes talkers. Les Chauvins pionnièrent le concept dans la Première Guerre mondiale. Dans la Seconde, 17 codes talkers comanches servirent en Europe, débarquant le jour J Hopi, Cherokee, Lakota et d'autres contribuèrent leur langue. L'acte de reconnaissance des codes talkers de 2008 reconnut toutes les tribus. John Brown Jr. observa « Ils nous dirent que notre langue n'était bonne à rien, puis ils en eurent de besoin pour gagner la guerre. » Le code démontra la sophistication des langues amérindiennes. Les codes talkers modernisèrent le navajo en temps réel, créant des constructions grammaticales et adaptant des métaphores à des fins militaires. La nature agglutinante permettait des idées complexes en mots uniques. Ce qui exigeait des paragraphes en anglais devenait de brèves phrases navajo. Le docteur William Morgan nota « Ils prouvèrent que les langues indigènes ne sont pas primitives. Ils montrèrent que le navajo pouvait exprimer quoi que ce soit, des cérémonies à la guerre. » Le code navajo introduisit la sécurité de cryptage culturel à travers des barrières linguistiques qu'aucune mathématique ne pouvait surmonter.
Cela influença les opérations de renseignement d'après-guerre. Le concept reste pertinent alors que l'informatique quantique menace le cryptage mathématique. Le colonel David Hatch évalua. Ils accompliraient quelque chose d'unique. Un code jamais brisé, jamais compromis. Cela prouva que la capacité linguistique humaine pouvait dépasser le cryptage mécanique. Dans les années 1980, la recherche japonaise examina leur échec. Le professeur Teo Yoshikawa révéla que 30 cryptanalystes avaient travaillé exclusivement sur ces transmissions pendant 2 ans, consultant plusieurs universités. Le capitaine Minoru Yamada révéla « Nous savions que c'était une langue amérindienne d'ici fin 1943, mais nous ne pouvions pas identifier quelle langue. » Le lieutenant-commandant Shagaru Fukumoto admit « Utiliser une langue native était si simple, si élégant que nous ne l'avions jamais considéré. » Dans les années 1990, le photographe Kenji Kawano documenta les survivants des codes talkers. Ses expositions à Tokyo et Hiroshima introduisirent le public japonais à l'histoire. Le code talker, Albert Smith, dit au public japonais « Nous étions tous des guerriers. Ma langue vous a vaincu, mais maintenant nous aide à nous comprendre. » En 2010, le symposium de l'Association japonaise des études de renseignement présenta l'amiral Hiroaki Arbe. Le code Navajo représente le cryptage parfait. Nous avions les meilleurs décrypteurs d'Asie, mais étions complètement vaincus. Chester Ney, dernier des 29 originaux, mourut le 4 juin 2014. Aujourd'hui, seuls 2 codes talkers survivent des environ 400 qui servirent. Thomas H.B. et Peter MacDonald, non pas des 29 originaux, mais cruciaux pour le succès opérationnel du code. Peter MacDonald, parlant encore à 96 ans, déclara « Nous avons montré que la force de l'Amérique vient de la diversité. Nos différentes langues et cultures nous rendent plus forts. » La langue Navajo, autrefois supprimée, est maintenant reconnue comme stratégiquement importante. Des financements fédéraux citent l'histoire des codes talkers. De jeunes Amérindiens étudient les langues ancestrales avec une fierté nouvelle. Le docteur Jennifer Dennett-Dale observe « Les codes talkers ont transformé la façon dont les Amérindiens se voient eux-mêmes et dont l'Amérique voit les Amérindiens. Ils prouvèrent que nos langues ne sont pas des pièces de musée, mais des ressources vivantes. » Les Navajo Code Talkers accomplirent le fait le plus remarquable de l'histoire militaire. Créer un code incassable qui défia le renseignement japonais tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Entre 375 et 420 Marines Navajo servirent, transmettant des dizaines de milliers de messages sans erreur sous le feu du combat. La signification plus profonde réside dans ce qu'ils représentaient. Des Amérindiens utilisant leur langue maternelle, que le gouvernement avait tenté d'éradiquer, pour défendre cette nation. De jeunes hommes de communautés marginalisées, fournissant des capacités que des alliés sophistiqués ne pouvaient pas égaler. L'échec japonais n'était pas seulement une défaite tactique, mais une cécité fondamentale. Ils s'étaient préparés à la technologie et aux codes américains, pas à la diversité américaine. Des langues et des cultures qu'ils ne pouvaient pas accéder. L'Empire proclamant la supériorité raciale fut vaincu en partie par cette diversité. L'aveu du lieutenant-général Harry Sui que le Japon n'avait jamais percé le code utilisé par les Marines reconnaissait un adversaire dont la force provenait de sources incompréhensibles. Les codes talkers incarnaient une Amérique que l'idéologie japonaise ne pouvait accommoder. Ils prouvèrent que la plus grande force de l'Amérique n'était pas la capacité industrielle, mais la diversité humaine. La variété linguistique devint avantage stratégique. La langue Navajo que les pensionnats tentaient d'éliminer devint la clé de la victoire du Pacifique. Aujourd'hui, à mesure que les derniers codes talkers passent dans l'histoire, leur héritage demeure. La langue autrefois interdite est enseignée avec fierté. Les vétérans amérindiens sont reconnus pour servir aux taux les plus élevés par habitant. La doctrine accepte que la diversité renforce la sécurité. Les voix parlant navajo à travers les champs de bataille du Pacifique portaient un message transcendant. La force de l'Amérique vient de ses nombreuses voix, peuples, langues unies dans le but mais renforcées par les différences. Les codes talkers envoyèrent des messages que le Japon ne décoda jamais. Mais leur plus grand message fut univers. La diversité apporte la force. La culture apporte le pouvoir. La connaissance autochtone sert des objectifs modernes. De jeunes hommes navajo utilisant la langue sacrée comme arme, puis instrument de paix, prouvèrent pour toujours que la plus grande encryption de l'Amérique est la diversité elle-même. Incassable parce qu'elle émerge de l'expérience et de la sagesse humaines illimitée. Le code non brisé demeure non brisé, vivant dans chaque enfant natif parlant la langue ancestrale avec fierté,
Chaque reconnaissance que les contributions minoritaires renforcent l'identité, chaque compréhension que les différences nous rendent plus forts ensemble. Les codes Tolkien prouvèrent que nos différences sont des forces à célébrer. Preuve éternelle que de nombreuses voix, peuples et langues, unis mais divers, créent le code incassable de la liberté elle-même.